Vous êtes à la source de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, voici le sommaire. Axe Bambeto-Kipé, élargissement de la voirie. Les travaux sont en cours depuis quelques jours. Des actions qui entrent dans le cadre de la maintenance régulière du réseau routier. Le ministre des Infrastructures était sur le terrain. Dans la préfecture de Koya, les acteurs publics et privés étaient en conclave. Au menu, la révision du document sur les normes de base des structures privées afin de qualifier les offres de soins dans les structures sanitaires. Dans le domaine de l'orpaillage, l'utilisation de l'acide impacte les populations et l'environnement. Parmi les mesures envisagées, couper la chaîne d'approvisionnement. À Kankan, la situation est prise au sérieux. C'est tout pour le sommaire. C'est une révolution pour l'école guinéenne. La connectivité de 2200 écoles primaires publiques dans le cadre de l'initiative GIGA en droite ligne du programme Simandou 2040. Le projet est rendu public au Palais du Peuple. Le Premier ministre, chef du gouvernement, préside la cérémonie. Adi Kamara. Bientôt, 2200 écoles primaires seront connectées à Internet. À travers ce projet GIGA de connectivité, le gouvernement démontre sa détermination à faire de l'accès numérique un levier essentiel de l'apprentissage et de l'égalité des chances. C'est une vision tournée vers l'avenir où chaque élève, où qu'il soit, pourra apprendre, s'informer, rêver à la hauteur du monde. Je doute fort que nous soyons tous conscients du pas que nous sommes en train de faire par l'installation de ces connectivités dans nos écoles primaires surtout. Je voudrais que vous en soyez très conscients. Dans quelques années, ces enfants qui seront au contact du numérique maintenant seront ceux qui conduiront le futur de la Guinée vers des lendemains encore meilleurs. Une Guinée qui sera intégrée dans l'économie mondiale. Une Guinée où le jeune Guinéen n'aura plus aucun complexe vis-à-vis d'un enfant de n'importe quel autre continent. Depuis son accession à la magistrature suprême de l'État, le président de la République a toujours affirmé avec force sa volonté d'ériger le système éducatif guinéen en socle de développement national, en le plaçant déjà au cœur de la transformation numérique et administrative du pays. Depuis la première phase pilote, notre département s'est engagé avec conviction, a été parmi les catalyseurs de la mise en œuvre technique du projet, en mobilisant les structures spécialisées dont l'Agence nationale de digitalisation de l'État, l'ANDE, la Direction nationale des technologies de l'information, l'économie numérique, la DNTN. Grâce à leur expertise, les 23 premières écoles pilotes ont été connectées dans toutes les régions du pays, démontrant la faisabilité d'une connectivité éducative nationale. Dans un contexte mondial où le savoir se digitalise, notre pays fait le choix stratégique d'investir dans les infrastructures éducatives afin de préparer la jeunesse aux défis et opportunités du XXIe siècle. Que grâce à ces projets, les enseignants et enseignantes des 13 premières écoles primaires soutenues par l'UNICEF peuvent désormais bénéficier d'un accès à Internet, ce qui leur permettra d'enrichir leurs pratiques pédagogiques et d'améliorer l'apprentissage des élèves. Ce projet pilote, modeste, a marqué le début de l'introduction progressive d'innovations technologiques dans le système éducatif guinéen. Ça crée aussi l'égalité entre les parents riches et les parents pauvres. Et cela nous réjouit plusieurs fois. Le gouvernement tient à réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, tout en posant les bases d'un système éducatif équitable, moderne et ouvert. C'est un grand honneur pour nous de participer à connecter nos écoles primaires. Imaginez ce que cela veut dire pour les enfants. Tout à l'heure, un des orateurs a dit, imaginez dans 10 ans ce que seront les enfants qui ont commencé l'éducation primaire avec le numérique.
C'est un potentiel extrêmement important d'intelligence et de talent qui vont émerger. C'est un monde qui va se transformer. Pour ceux qui ont rêvé de transformer notre économie, notre système de gouvernance, c'est un grand jour. C'est le symbole d'une équité, c'est le symbole du partage de ce qui est le fondement de l'être humain, c'est-à-dire l'intelligence. C'est un pas concret vers une Guinée où le savoir circule librement pour tous et partout. Dans une ambiance de fierté et d'unité, une troupe de percussion traditionnelle a pris possession de la salle, mêlant un rythme envoûtant et chorégraphique symbolique. Entre battements de tam-tam et ovations, la salle vibrait au rythme de la Guinée qui avance, qui éduque, qui connecte, mais surtout qui se souvient de ses racines tout en marchant résolument vers l'avenir. Axe Bambeto-Kipé, un vaste programme d'élargissement de la chaussée est en cours depuis quelques jours. Sur le chantier, le ministre des Infrastructures et le directeur général de l'AGEROUTE. Principale instruction, le respect du délai de 10 jours et la qualité des travaux. Mamadi Terna Kamisoko. La transversale numéro 2 retient particulièrement l'attention des autorités. Depuis plusieurs jours, d'importants travaux d'élargissement de la chaussée sont en cours sur le tronçon Bambeto centre émetteur Radisson Blu. Les opérations de terrassement, de compactage et de mise en œuvre de la couche de base en grave bitume avancent à grands pas. Sur le terrain, les équipes techniques et l'entreprise en charge des travaux reçoivent la visite du ministre des Infrastructures et des Travaux publics venu s'enquérir du respect des normes et des délais contractuels. L'état de la voie de la chaussée, elle n'est pas si critique que ça sur cette zone. On a eu à faire des investigations techniques qui ont prouvé. Là maintenant, il est crucial de traiter les dégradations, notamment au niveau des trottoirs. Là, on a apporté la solution de reconstituer la couche de base constituée de grave bitume sur les deux côtés. Nous sommes sortis regarder un peu les travaux de la T2. Vous savez, dans les prochains jours, nous allons recevoir une forte délégation venant partout du monde. Plusieurs chefs d'État seront à Conakry pour le forum du TAS. Donc nous essayons d'embellir notre capitale pour que vraiment les autres qu'on va accueillir soient vraiment satisfaits de l'état de nos chaussées. Dans la même dynamique, le directeur général de l'agence de gestion des routes AGEROUTE et ses techniciens ont effectué une tournée sur plusieurs chantiers en activité dans la zone de Koloma. Il est question de viser la réalisation d'une ceinture routière stratégique au niveau du centre directionnel de Koloma, destiné à rallier l'autoroute Le Prince. On est sur la construction d'une route de 2,5 km dans la zone de Koloma. La construction de cette route concerne d'abord la construction des caniveaux, le bitumage de la route sur une longueur de 2,5 km. Nous attelons vraiment une importance cruciale sur les travaux qui sont en train d'être réalisés et nous avons confiance à l'entreprise quant au respect des délais et de la qualité, mais aussi dans le strict respect du coût qui a été défini dans le cahier des charges. Ces chantiers s'inscrivent dans le cadre du vaste programme d'entretien d'urgence des voiries de la capitale. Entrepreneuriat digital, formation de 100 jeunes femmes évoluant dans le domaine, c'est en marge du Transform Africa Summit. Les participantes sont venues de Mamou, Labé et Conakry. Une session avec pour finalité développer des projets innovants et compétitifs. Marie-Angélique Bangoura. Un hackathon 100% féminin organisé par l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique. Pendant cette session intensive, les participantes sont outillées pour pitcher leurs projets devant un jury et surtout maîtriser les outils numériques essentiels pour transformer leurs idées en solutions innovantes à fort impact. Elles sont vraiment en train de travailler sur des solutions, sur des idées pour enfin présenter des projets qui peuvent être prometteurs, qui peuvent être viables, concrets et déployés sur le marché guinéen. À l'issue de la formation, 20 femmes seront présélectionnées. Elles entreront en compétition pour toucher le Grand Prix de l'Ansoutène.
Ces échanges, ateliers et sessions de coaching leur donnent les clés, nouvelles opportunités et faire du digital un véritable levier d'autonomisation. Nous avons eu 2 jours de hackathon et aujourd'hui nous avons eu à passer notre pitch de projet parce que durant ces 2 jours, nous avons eu à confectionner un projet. Et moi, le mien, ça porte sur Talents de Guinée. Comment valoriser, comment octroyer de la visibilité à nos jeunes talents dans le pays. Notre application permet d'apprendre les langues locales, Soussou, Malinké, Pulaar ou Kissi, à travers une intelligence artificielle, mais aussi nous proposons une vitrine numérique où nous exposons nos acteurs culturels pour qu'ils puissent vendre leur savoir-faire, pour qu'ils puissent être reconnus, mais également nous avons Libot, une intelligence artificielle qui va raconter des histoires, des contes, soit en audio ou en texte. Cette initiative intervient à quelques semaines du Transform Africa Meet, rendez-vous continental majeur de la tech. Les projets seront examinés par un jury et 5 lauréates seront primés et accompagnés pour faire rayonner leurs talents. Et puis, ces différentes préoccupations du ministère de l'Industrie. Il s'agit de renforcer les capacités institutionnelles du pays et garantir le succès des projets de partenariat public-privé. Pour résoudre cette problématique, focaux des départements sectoriels se retrouvent. Une fois outillés, ces acteurs seront à même de détecter, sélectionner et identifier les projets prioritaires favorables aux investissements. Abdul Karim Kamara. Au commencement est l'idée de collaboration pour que le tandem secteur public et privé atteigne ses objectifs. Aujourd'hui, le ministère de l'Industrie, à travers la Direction nationale de partenariat public-privé, veille au bon fonctionnement des initiatives devant renforcer ce partenariat. Pour cela, il est nécessaire de consolider la compréhension et les compétences des points locaux en matière de gestion et de sélection des projets de partenariat public-privé. Le renforcement des capacités des points focaux constitue une étape essentielle pour assurer la maturité, la transparence et la soutenabilité des projets de partenariat public-privé au service du développement économique et social de la République de Guinée. Ces points focaux sont issus de 16 ministères sectoriels et sont outillés à mieux identifier et qualifier les projets de partenariat public-privé afin que ceux-ci puissent faire l'objet d'une étude de faisabilité. Un point focal, il faudrait qu'au sortir de cet atelier puisse se dire j'ai cette opportunité aujourd'hui. Je pense que le mieux pour mon pays, le mieux pour le ministère, c'est de le passer en partenariat public-privé parce que c'est un projet, c'est en tout cas un besoin d'investissement qui est là, que le secteur privé peut porter. Les PPP, comme nous le disons souvent, permettent ainsi de mobiliser les ressources, les compétences et l'expertise du secteur privé pour compléter l'action publique et garantir les services plus efficaces et durables. Vous êtes ainsi les pierres angulaires de la concrétisation de notre ambition commune. Sans votre expertise, votre engagement et votre rigueur, le mécanisme des PPP ne pourra fonctionner efficacement dans notre pays. In fine, la rencontre devrait permettre l'adoption d'une feuille de route commune pour la préparation et le suivi des projets, sans oublier le processus d'élaboration d'un catalogue de projets de partenariat public-privé. Santé, éradication de la malnutrition et promotion d'une alimentation saine et équilibrée. À Conakry, les efforts du gouvernement sont consolidés par le Programme alimentaire mondial. Une étude est déjà réalisée dans ce sens. L'heure est à la validation et à la dissémination des résultats définitifs. Pascaline Yomalo, Marie-Angélique Bangoura. Mettre fin à toutes les formes de malnutrition en Guinée, c'est l'objectif que se fixe le Programme alimentaire mondial avec l'appui de ses partenaires. Un atelier de validation et de dissémination est organisé à cet effet. Plusieurs thématiques liées à la nutrition sont abordées dans le but de combler le déficit en nutriments
dans le pays. Nous avons d'abord les thématiques sur la santé et nutrition, donc qui ont été revues, en tout cas du point de vue données disponibles, et les données primaires ont montré qu'on pourrait faire quelques solutions dans ce sens-là. Nous avons aussi la thématique sur les cantines scolaires, donc où, comme vous le savez, l'amélioration des cantines scolaires permet le développement du capital humain qu'avait dit le docteur Alphonse. Donc ça permet quand même de relever certains défis. Face à une malnutrition qui demeure une préoccupation majeure, le gouvernement, à travers l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA, et ses partenaires techniques, entend mener des actions concrètes pour améliorer la situation nutritionnelle des populations. En mars passé, la Guinée a adopté 8 engagements pour la nutrition. Il s'agit des engagements par rapport à la croissance de l'enfant. Et ces engagements-là, justement, couvrent toutes ces questions. Avec les décisions qui vont sortir, les recommandations, donc on demande beaucoup l'appui de l'État. À travers les résultats finaux de l'étude Fill the Nutrient Gap, la Guinée ambitionne d'ici 2040 de garantir à chaque citoyen une alimentation saine, équilibrée et accessible. Santé toujours, les acteurs publics et privés étaient en conclave dans la préfecture de Koya. Je vous le disais dans les titres, la révision du document sur les normes de base des structures privées était au centre des échanges. Il est essentiellement question de qualifier les offres de soins dans les structures privées. Karno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Cela fait 20 ans que les normes et procédures des structures privées n'ont pas connu de révision. Ces acteurs venus du privé et du public se prêtent à l'exercice de sa révision. Il s'agit de produire un document qui va réguler l'offre de soins dans les structures privées dans le pays. Plusieurs partenaires accompagnent cette initiative. Pas parce que nous avons aujourd'hui un document révisé qu'il est mis en œuvre. Il faut, à partir d'aujourd'hui, commencer à travailler pour rendre tout cela dans le cadre réglementaire et disséminer cela dans l'ensemble des régions et préfectures du pays, afin que tous les acteurs désormais sachent que les normes ont été révisitées et que désormais chacun doit s'aligner derrière ces normes-là. Nous qui sommes à l'intérieur du pays, nous sommes très soulagés pour avoir participé à cet important atelier qui va vraiment nous permettre de réguler le secteur privé pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle dans l'offre des soins. La révision de ce document de normes de base des structures privées est pilotée par la Direction nationale des établissements hospitaliers publics et privés. Ce document de référentiel permettra à tout le monde de s'aligner sur les normes et procédures qui sont définies aujourd'hui dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins au sein des structures sanitaires. Toutes les idées avancées lors de ces 5 jours de rencontre, on est convaincu, une fois matérialisées, officialisées et adoptées, ça permettrait aux Guinéens lambda d'accéder aux soins de santé de qualité, de proximité, à moindre coût et de façon sécurisée. Après la révision du document de normes de base des structures privées de soins, une autre rencontre est attendue pour sa validation et dissémination dans toutes les régions du pays. Pour l'échéance 2025-2029, le Centre national d'orthopédie se dote d'un plan stratégique. Cela fait suite à la validation du document. Il devra conduire à une meilleure gestion de ce service public. Mohamed Kamara. Le Centre national d'orthopédie possède désormais un plan stratégique 2025-2029. La validation permettra, dans les prochains jours, une meilleure gestion des activités menées au CNO. Le processus est rendu possible après l'état des lieux effectué par les responsables de ce service public. À partir de la validation de ce document, toutes nos actions vont sortir de ce qu'on appelle de l'improvisation. Ça permettra au centre donc de réaliser sa vision. C'est un document assez important pour nous. Ce document s'inscrit en droite ligne avec la lettre de mission assignée au ministère en charge de la promotion des personnes vulnérables. Nous avons estimé que ce centre doit avoir son document qui lui permet d'assurer une meilleure gestion de ses activités et surtout une bonne planification. Et ce dont on peut se réjouir, c'est la présence dans la salle des acteurs concernés directement par la question de handicap. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'assister
finalement la validation de ce document dont le processus a commencé depuis plusieurs mois, pour ne pas dire près d'un an. Et aujourd'hui, c'est le lieu de remercier, de féliciter surtout la Direction générale du Centre national d'orthopédie qui répond à un besoin pressant en termes de gouvernance. La vocation principale du Centre national d'orthopédie est de faciliter l'appareillage et l'éducation fonctionnelle des personnes victimes d'amputations. Tenue de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Farana, une concertation qui se tient à la fin du premier et dernier trimestre de chaque année. Elle favorise la participation active des acteurs du monde rural dans la mise en œuvre des politiques et programmes agricoles. Ibrahima Oulem Fofana. Au siège régional de la Chambre d'agriculture de Farana se tient la première session de l'Assemblée consulaire. À cette rencontre, il est question de revoir et adopter les règlements intérieurs, de faire le point sur les recommandations précédentes, mais aussi présenter et valider les propositions de projets et de budget annuel de cette Chambre régionale d'agriculture de Farana. À l'instar de cette activité, on pourra trouver vraiment des idées cohérentes par les 4 préfectures qui sont les membres statutaires pour ressortir avant projet de budget de fonctionnement, exprimer leurs besoins dans le cadre de fonctionnement. Une des priorités des autorités, c'est bien la consolidation des acquis du secteur agricole. Durant ce cadre de partage, les participants venus des 4 préfectures de la région vont s'investir pleinement pour le succès de ces travaux afin de galvaniser davantage le secteur. Les objectifs ici sont clairs, c'est l'autosuffisance alimentaire, de booster le dernier paysan qui est là-bas, de reconnaître ce que c'est une structure consulaire qui n'est que la Chambre nationale d'agriculture et de l'élevage et dans son ensemble régional, Farana. Au sortir de cette session de la Chambre régionale d'agriculture, des propositions concrètes seront faites dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail du monde agricole à l'État et au gouvernement, afin que des dispositions idoines soient prises. Car vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture figure en pleine place de vastes programmes Simandou 2040. À Farana, la Chambre régionale d'agriculture pose des diagnostics et prend de nouvelles initiatives en faveur du renforcement de la sécurité alimentaire. Les amendements sont faits et le budget de 2026 est voté pour un meilleur résultat dans les mois qui suivent. À présent, lutte contre la criminalité faunique et floristique, la Guinée renforce son dispositif afin d'accentuer la poursuite judiciaire contre des délinquants environnementaux. Pendant ce temps, l'effectif d'officiers de police judiciaire au sein des conservateurs de la nature vient d'être augmenté, une démarche pilotée par le département de l'environnement. Mamadou Alpha Baldé pour plus de détails. Dans la dynamique du renforcement de la lutte contre la criminalité faunique et floristique sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de l'Environnement et celui de la Justice renforcent les moyens juridiques du pays. À Conakry, plusieurs conservateurs de la nature ont désormais le statut d'officier de police judiciaire. Nous avons des dossiers un peu partout dans le pays. Nous avons des saisies, parfois nous avons même des hommes arrêtés qui sont tous à la disposition de la justice, ainsi que les scellés. Cependant, ce qui peut nous permettre de continuer à exercer cette fonction, c'est l'habilitation. Ces agents, ces officiers et agents-là, les procès-verbaux qui dressent l'île au juge. Donc, lorsque nous sommes face à une situation infractionnelle et que le parquet est dans la difficulté de justifier effectivement les preuves, des éléments probants réels, pour convaincre le tribunal, ça va être très difficile d'entrer en condamnation. Et nous avons vu maintenant que pour le respect de la procédure, il faut commencer à la base. D'abord, commencer par habiliter ces personnes qui ont des connaissances techniques notoires. À travers ces prestations de serment, ces agents s'engagent ainsi à agir conformément à la loi dans toute sa rigueur. Avec l'habilitation, nous avons beaucoup d'infractions que les conservateurs OPJ doivent rechercher, faire les enquêtes sur ça, qui parle de la faune, qui parle de la forêt et même de la mer, la coupe du bois et abattage des animaux dans nos forêts, et dresser les PV et adresser au procureur de la République. Avec un arsenal juridique renforcé, le ministère de l'Environnement compte réduire de façon considérable des pratiques comme le braconnage
ou encore la coupe illicite du bois. Pendant ce temps, à Kankan, on s'intéresse à ce problème de santé publique. Il s'agit de l'utilisation de l'acide dans le domaine de l'orpaillage. La substance impacte négativement les populations et l'environnement. Première mesure et non négociable, couper la chaîne d'approvisionnement. Les acteurs se concertent sur comment la matérialiser. Noumousso Diakité. Une des places fortes de l'or, l'utilisation anarchique de l'acide dans le domaine de l'orpaillage devient de plus en plus inquiétante. Ce rendez-vous annuel réaffirme une conviction commune à Nabaya, celle d'apporter une réponse d'urgence pour le développement du secteur, la nécessité d'uniformiser les prix sur les sites, un autre sujet débattu pour un orpaillage plus productif et bénéfique pour tous. Nous avons fait appel à tous les orpailleurs des différentes préfectures pour discuter le prix de l'or dans les différentes préfectures, comment tester l'or et comment prendre des mesures proportionnelles contre les utilisations anarchiques de l'acide chlorhydrique. Pour atteindre les grands enjeux, une commission est mise en place pour veiller à l'application effective des recommandations formulées. On a tenu cette réunion pour qu'on va se conférer aussi le prix mondial. Donc au moins si tu veux payer de l'or, il faut calculer le prix mondial. Après tu enlèves 0,50 et tu calcules le taux de dollars. Après maintenant tu fais ton achat. Nous avons pu trouver des solutions agréables pour ces points-là que nous avons débattus aujourd'hui. Et nous avons trouvé des sanctions sévères contre ces points. Je suis très sûr que les sanctions seront bien appliquées dans les différentes préfectures. Dernier virage de cette assemblée annuelle pour honorer la mémoire de Feu El Hadj Abdoulaye Nabé, ancien président préfectoral de l'Union des orpailleurs de Guinée à Kankan. À travers le football, ce pionnier de l'orpaillage reçoit tous les honneurs à titre posthume pour inciter la nouvelle génération à emboîter le pas. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent à 17h pour une nouvelle page d'information.